la Terre. Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, Bérénice nous a donné la bonne réponse il y a quelques instants. C'est de place de cinéma UGC. J'allais dire le soleil, moi. Un nouveau flash valdoisien sur une FM Radio. On revient avec tout d'abord la commune d'Arnoville qui vous propose une exposition jusqu'au vendredi 28 septembre, la Première Guerre mondiale, qui fait l'objet d'une exposition à l'espace Charles Aznavour d'Arnoville. Ce mini-musée traite de la Grande Guerre à travers plusieurs thématiques, de l'entrée dans la guerre à l'armistice de 1918, en passant par les alliances, la place de la femme, l'aviation, le rôle des animaux ou encore l'intervention des Indes dans ce conflit. Vous découvrirez également une collection impressionnante d'objets, des tranchées, de correspondances, costumes ou encore munitions. Vous avez jusqu'à vendredi pour découvrir cette exposition de 14h à 17h, avenue Paul Vaillant-Couturier. Poursuivons l'actualité valdoisienne avec une brigade anti-tag qui nettoie gratuitement certaines maisons sur les communes de Villiers et Lebel. Une brigade qui intervient désormais un peu partout sur la commune de Villiers-Lebel auprès de certains propriétaires. La prestation, je vous le rappelle, elle est totalement gratuite. Pour une intervention, il faut remplir un formulaire. Il est à remplir sur le site de la commune ville-villiers-le-bel.fr, où vous pouvez aussi contacter la commune de Villiers-le-Bel au 01 34 29 40 40. Que se passe-t-il ce soir sur la commune d'Argenteuil? L'humoriste et chroniqueur sur France Inter, Guillaume Meurize, se produira au Figuier Blanc d'Argenteuil pour présenter un nouveau one-man show. Il interprète un cadre dynamique d'une boîte de communication ambitieux et décomplexé. Rendez-vous ce soir à Argenteuil à 20h30 pour découvrir Guillaume Meurize. Et puis, dernière information, des centaines de livres à 1 € à la bibliothèque de Bessancourt dans le cadre du mois de la citoyenneté et du développement durable. La bibliothèque Marc Heller organise une foire aux livres samedi avec des documentaires, des albums jeunesse, des romans, moyennant 1 € par ouvrage. Vous aurez la possibilité de donner une seconde vie aux centaines d'ouvrages retirés des collections de la bibliothèque. Ouverte aussi un dimanche matin par mois, la bibliothèque propose également une boîte à livres à l'entrée, des ouvrages en libre service déposés par des particuliers. Samedi, rendez-vous de 10h à 18h pour vous procurer donc un livre à 1 €. Et si vous voulez en savoir davantage, c'est le 01 30 40 44 61. C'était votre flash valdoisien sur une FM Radio Regard 98 FM. Merci d'avoir été avec nous depuis 7 heures. Cadeaux, surprises, invités, l'actualité proche de chez vous, l'actualité service. Demain matin, nous serons de nouveau à vos côtés de 7h à 9h sur la radio du bien-être. Il est pratiquement 9h04, l'heure de retrouver Florence Sueur pour le bar de l'économie. Christophe, j'ai préparé un dossier avec quelques musiques, ce que Quentin me l'a demandé. Ça va? Oui, Alors, oui. donc, quand le on-air est comme ça gris, on est en studio. Quand il est rouge, les micros sont ouverts. Donc la pointe du micro est bien au-dessus, donc vous parlez bien près de vos micros. Voilà. Et c'est parti. Dans 10 secondes, on y va. N'annoncez pas la première pause musicale, vous la désannoncerez du coup. Hein. D'accord. Hein, on fait comme ça, je l'envoie, vous dites on se retrouve dans un instant. D'accord, ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour 90 minutes d'information, comme tous les matins au bar de l'économie. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités de marque, comme tous les jours d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Jean Etiens, bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, économiste, conseil en stratégie urbaine au cabinet Urbatopie auprès des collectivités locales et vous venez de publier un livre « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes » aux éditions Rue de l'Échiquier, donc cette année. Après avoir analysé les stratégies des villes comme par exemple Barcelone, Vancouver, Bilbao, Copenhague, qui ont réussi à changer leur destin, vous aviez d'ailleurs décrit dans un autre livre la méthode qui leur a permis de tisser donc leur nouveau destin en 3 types de choix. Vous nous expliquerez d'ailleurs tout à l'heure sans doute lesquels. Mais maintenant, vous estimez que les villes contemporaines ont plus de défis à relever, plus de solutions à leur disposition et plus d'acteurs à mobiliser qu'il y a 20 ans.
Vous pensez même que les géants du numérique pourraient gouverner nos villes. Alors nous allons nous poser la question, à savoir si les GAFA sont des dangers pour nos villes. Et pour accompagner ce débat, eh bien Patrice Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu depuis 2001, mais maire de la ville de Villaines-sous-Bois depuis 2014 et président de la communauté de communes Carnel Pays de France depuis janvier 2017, qui regroupe 32 000 habitants répartis sur 19 communes relevant du monde rural. Un territoire représenté par 43 conseillers communautaires, dont d'ailleurs les 19 maires font partie, répartis tout ça en 10 commissions de travail. Auparavant, vous étiez cadre dirigeant dans le secteur de l'agroalimentaire, mais vous vous consacrez pleinement maintenant à vos mandats publics, avec tout de même une activité de consultant. Absolument. Voilà, auprès d'entreprises du secteur alimentaire. Vous vous intéressez aux nouvelles technologies et nous évoquerons ensemble en plus l'actualité de votre ville et bien sûr de la communauté de communes de Carnel. À vos côtés, Rachid Ada, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du syndicat mixte Val d'Oise numérique et vous nous expliquerez d'ailleurs où en est le département au niveau du numérique et des nouvelles technologies. Merci en tout cas à vous trois pour votre présence ce matin. Donc je vous rappelle nos fréquences, bien sûr la FM 98.0, mais vous pouvez aussi nous écouter à votre bureau sur idfm.fr, le site de la web radio, vous cliquez sur la flèche bleue, ou encore on est en direct en vidéo aujourd'hui sur notre page Facebook. Allez, on revient tout de suite après notre première pause musicale, c'est parti. Peggy Lee. Ah, vous avez changé. J'ai pas vu, j'ai pas le temps d'aller regarder dans le dossier. Pas grave. Et puis Guili. Sugar. D'accord. Donc on ne met plus très fort les musiques parce qu'on a un petit souci avec les droits sur Internet. Alors comme on n'a pas les moyens de payer plus de droits, bah, du coup je baisse le son. D'accord. Donc je suis désolée, si vous voulez entendre les musiques, il faut mettre les casques. Non. Voilà. Et pourquoi ça induit le fait que ça... Parce que tu as les droits d'auteur de la FM ne sont pas les mêmes que les droits pour Internet. Donc, mais du le coup, fait de le passer plus doucement, ça ils n'entendent gêne. pas, ils n'entendent pas. Ah, d'accord. Ils nous entendent parler, mais sur Facebook, mais ils nous entendent pas Ah oui, les d'accord. chansons. D'accord. Voilà. Donc ensuite, c'est l'info à retenir. Là, je vous commenterai donc, hein, bien sûr. Bon, on est tout à fait dans les temps. Tout va bien. Mais j'ai mis du jazz, comme d'hab au début. Oui, une belle pépite, comme d'habitude. Ça se Peggy Lee, c'est très bien. C'est très très bien. Non, non, pas... non. Baissez le son parce qu'on va avoir des problèmes après. Si ça dépasse 1 minute, je pense. Et qui est-ce qui vous entend comme le montage son de Facebook Bien sûr, Facebook, il reconnaît les musiques. Bah, automatiquement. C'est Donc ce sont les musiques, ce sont les maisons de disques, c'est Sony et Warner les plus qui m'envoient des messages et ils nous demandent si on paye des droits. Donc je réponds que oui. Et là, lorsqu'on discute, on nous entend sur Facebook. On nous entend. En pause musicale, sur Facebook, ils nous entendent. À la radio, non. Et sur Internet, non plus. Ils nous entendent pas. Ils entendent la musique. Là, sur Facebook, ils nous entendent. Là, tout le monde nous entend, oui. Ah oui, d'accord. Bon, quelquefois, c'est très drôle. Parce que Le off peut. c'est le piéger, off. là, parce Oui, mais que, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Comment ça se prononce votre nom de Jean Engines. Ah, c'est pas comme je le dis sais, alors Si, c'est bien, mais Engines. comme s'il y avait un K à la place du TJ. Faut que je dise N15. T-J-E-N. H-A-E-N. T-J-E-N. Moi, je dis Etienne. Ça, oui, c'est la vraie prononciation flamande. Ce que je dis, c'est la Oui, c'est bien. Ou, et vous Bah oui, il y a une convention familiale qui met un K. Si Attention, vous en mettez pas, c'est on pas un reprend. problème. Vous ne revendiquez pas le Non, cas. non, parce que c'est absurde. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Peggy Lee avec son titre, cet été notre pépite, son titre Sugar. Alors, l'info à retenir, comme tous les matins, et bien pour aujourd'hui, j'ai choisi l'annonce d'Édouard Philippe, notre Premier ministre, qui prévoit la suppression de 8396, c'est précis, emplois et la création de 4232 postes dans la fonction publique dans le projet de loi de finances de 2019, projet dont je vous ai en partie parlé hier, ce qui revient à supprimer en tout 4164 postes dans la fonction publique. Alors, parlons de ce qui fait plaisir, c'est les créations de postes. Eh bien, elles seront principalement pour les ministères de l'Intérieur, plus un peu plus de 2100 postes, la justice, plus 1300 postes, la défense, plus 466 postes. La suppression des emplois se fera principalement
Au ministère de l'Action des Comptes Publics, moins 2283 emplois. À l'Éducation nationale, moins 1800 emplois, comme annoncé d'ailleurs par le ministre du Travail la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer. Et puis au ministère du Travail également, moins 1618 Pôle emploi, notamment avec la nouvelle formule de Pôle emploi qui annonce l'ouverture de son site internet de recherche d'emploi. Donc en tout, il s'agit de 1571 emplois en moins pour la fonction publique d'État et de 2596 emplois supprimés dans les fonctions opératrices. Peut-être, Patrice Robin, vous voulez commenter cette info du jour. Je rappelle que vous êtes maire de Villennes-sous-Bois et président de la communauté de communes de Carnel, Pays de France. Oui. Concernant ces suppressions d'emplois, je pense que de toute façon, ce n'est pas une surprise, c'était annoncé. Le gouvernement, l'exécutif a annoncé il y a fort longtemps, y compris pendant la campagne. C'est bien timide, puisque à ce rythme-là, on ne sera pas à l'objectif des 120 ou 150 000 qui sont prévus à la fin du mandat. Toutefois, je pense qu'il faut quand même réduire la voilure là où en fait, il y a besoin de le faire et reconcentrer les moyens là où il y a des carences, effectivement, sur la sécurité, sur les hôpitaux, sur l'éducation nationale. C'est là qu'il faut effectivement faire des efforts. Donc tant mieux si ça va dans le bon sens, mais on est peut-être un petit peu timide quand même sur cette démarche. On est plus timide sur ces démarches. Vous trouvez que le gouvernement est également timide sur ces réductions budgétaires? C'est ça que vous voulez nous dire aussi? Alors évidemment, puisqu'en fait, pour tenir le cap, il va falloir que ce soit, je ne sais pas ce que vont nous annoncer nos ministres et notre exécutif sur les 3 années à venir, mais en tout cas, pour qu'on soit dans les objectifs, il va falloir faire des coupes. Serrer beaucoup plus fort, voilà, se serrer la ceinture. De 6 milliards de baisse d'impôts. Ok, donc il va falloir quand même quelque part trouver de l'argent pour pouvoir les financer. 20 milliards aux entreprises, très bien, donc, mais il va falloir que le rendez-vous soit l'emploi. Enfin, plutôt que l'emploi soit au rendez-vous. Bon, il y a beaucoup d'efforts à faire. Ça passera aussi par la réduction des postes de fonctionnaires. Ça a été dit. M. Macron a été élu aussi pour ça, pour faire ce travail-là. Donc on attend que ce soit fait. Alors, autre annonce du gouvernement, c'est l'annonce faite par François de Rugy, ministère de la Transition écologique, ce week-end, dimanche, sur BFM TV, qu'il indique qu'il va travailler en 2019 sur une forme de vignette visant notamment à taxer les camions étrangers dont certains ne font que traverser la France sans même prendre de l'essence, a-t-il indiqué. Alors il dit quand même que cette taxe peut être faite au niveau de la France, mais dans le cadre de la directive européenne sur cette question, et nous respecterons les directives européennes. Du coup, l'Organisation des transports routiers a réagi hier, l'Organisation des transports routiers européens, qui a tout de suite réagi bien sûr de façon défavorable et qui a indiqué que les transports pourraient alors se diriger vers la pose de camions sur train pour traverser la France. Vous voulez réagir, Patrice Robin ? Oui, alors d'abord, mettre les camions sur les trains, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, ça, idée à suivre, mais si c'est une conséquence, si c'est un impact positif, bah, tant mieux. L'autre point qui concerne les taxes, alors on est malade dans ce pays des taxes. Hein, on fait des taxes partout. Bon, je crois qu'on est en train d'annoncer d'ailleurs que certaines vont disparaître, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais concernant cette taxe sur les camions, je suis plutôt favorable. Je suis favorable parce qu'en fait, tous les pays qui nous entourent, l'Allemagne, la Belgique, enfin, un tas d'autres pays pratiquent déjà cette taxe. Hein. Et quand on imagine on est quand même le pays en Europe où il y a le plus de flux routiers. On est idéalement placé pour tout le monde, c'est ce qui fait l'attractivité du territoire français. Donc à partir du moment où d'est en est, enfin plutôt du nord au sud et puis d'ouest en est, on a tous ces camions qui transitent. Il suffit de voir un Paris-Lille un matin, vous savez, de ranger des murs de camions, donc c'est juste énorme. Donc, et qui peuvent traverser la France sans faire un seul plein ou sans consommer quoi que ce soit ou pratiquement rien. Oui, il est probable qu'il faille faire une crise de taxes, oui, je pense. Merci Patrice Robin. Alors justement, vous parliez de diminution de taxes, eh bien allons-y. Le gouvernement a annoncé donc hier également que les taxes sur les farines, les taxes sur les appareils de reproduction ou d'impression, bref, en tout cas 22 taxes à faible rendement vont être supprimées en 2019 pour un montant global de 200 millions d'euros. Cette mesure destinée à simplifier le millefeuille fiscal français devrait se poursuivre en 2020. Le gouvernement s'est engagé à supprimer pour 400 millions de petites taxes en 2 ans. Peu rentables, ces micro-taxes n'affecteront toutefois que très marginalement les prix des services concernés. Voilà, autre nouvelle annoncée également, c'est pour le 1er septembre 2019. Les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront supprimées pour tous les salariés. C'est Édouard Philippe qui l'a annoncé.
Cette mesure devrait rapporter en moyenne plus de 200 € supplémentaires par an aux salariés payés au SMIC et coûter 2 milliards à l'État. Mais attention, ces heures supplémentaires ne seront pas défiscalisées. Donc d'accord, vous ne payerez pas de charges sociales dessus, mais vous devez les déclarer dans votre revenu pour payer l'impôt dessus. Voilà, on va s'arrêter là pour les infos du jour. Et puis, on va passer tout de suite à notre débat. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je reçois Jean Etiens, urbaniste, économiste et conseiller en stratégie urbaine, qui vient de publier un livre « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ». À ses côtés, pour accompagner dans ce débat, je reçois Patrice Robin, maire de Villaines-sous-Bois et président de communauté de communes Carnel Pays de France, et puis Rachid Hadda, directeur général du syndicat mixte du Val d'Oise numérique. Alors justement, Jean Etiens, première question. Pourquoi et comment les géants du net peuvent-ils s'attaquer à nos villes ? Alors, il faut d'abord voir qu'on a depuis 20 ans, 25 ans en Europe, un grand retour des collectivités locales qui se sont beaucoup investies, notamment dans le champ du développement durable, qui ont gagné des moyens, qui ont été l'objet partout en Europe de réformes institutionnelles qui leur ont permis de monter en puissance. Et que cette période très faste, qui s'est traduite notamment dans les métropoles par l'installation de tramways, de conquête des espaces publics, très visible dans les grandes villes, a atteint un peu sa limite autour des années 2008-2009, au moment de la crise économique, qui a obligé les États à remettre en cause les finances locales. Et donc là, on a un coup d'arrêt de la dynamique des collectivités locales, une dynamique de reconquête qui était très forte. Et c'est à ce moment-là que les géants du numérique ont commencé à s'intéresser au marché des collectivités locales et à leur gestion. Le premier étant IBM, qui, à partir de 2007, a introduit le concept de Smart City. Et puis Google a photographié toutes les rues de la planète, et puis investi de l'argent dans la voiture autonome, et puis Uber, et puis Apple, et puis Airbnb, et puis tout un tas d'entreprises qui ont progressé. Qui ont suivi le mouvement, mais d'un autre côté... Et même, ont même créé, parce que c'est des entreprises qu'on voit comme Uber qui n'existaient pas en 2008. Hein. Google a été créé en 1998, quelque chose comme ça, et qui sont aujourd'hui les premières capitalisations boursières du monde. Et donc ces entreprises s'intéressent au marché des villes. Pourquoi ? Parce que les dépenses que nous faisons pour nous loger et pour circuler quotidiennement, c'est 35% du budget des ménages. Et en Ile-de-France, c'est beaucoup plus. Il y a même des ménages, quand on voit les statistiques, je crois qu'il y en a 20 ou 25% en Ile-de-France qui dépensent plus de 35% de leur budget uniquement pour circuler, pour leur transport, leur déplacement, les deux voitures, etc. Donc là, il y a vraiment c'est bien ça, effectivement. Il y a un enjeu qui est colossal, l'enjeu est colossal pour les Franciliens. écologique, parce que c'est assez mal, c'est loin d'être optimisé quand on voit que les gens, qu'on circule dans toutes les villes des pays développés, 80% des déplacements sont effectués par des voitures particulières qui sont occupées par 1,2 personnes et qui pèsent 1 tonne et qui roulent en moyenne à 20 à 30 km/h porte à porte. Je me rends bien compte que les systèmes urbains actuels ne sont pas du tout optimisés. Alors l'offre des géants du numérique, c'est de dire, nous, grâce au numérique, on va résoudre vos problèmes, mais par contre, vous nous confiez les clés du camion, vous nous laissez gérer votre espace public, on va mettre des capteurs partout, on va optimiser le système. Voilà, c'est ça. Alors, on pourra... elle intervient à un moment donné où la gestion par la politique et par les finances locales des dysfonctionnements urbains atteint une limite. C'est ça pour planter le décor. Je pourrais revenir après, si vous voulez, dans la façon dont cette offre est positive ou non. Négative, oui, c'est bien la question qu'on va vous poser après. Après, mais voilà, c'est pour planter le décor. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Robin? Vous pensez que nous, les villes en France, on va se laisser faire? Vous allez vous laisser faire à confier vos clés finalement de l'espace urbain? Vous allez confier la réflexion de l'espace urbain aux géants du net? En tout cas, ce n'est pas un objectif pour nous. Ça peut être une conséquence si on s'y prend mal. Mais en attendant, il y a un postulat, et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Et si on va un peu plus loin dans les chiffres, et sans assaimer des chiffres trop lourds, le contexte, c'est quoi? Si on fait un focus sur l'Île-de-France, c'est 38 000 km de routes en Île-de-France, entre les routes communales, les routes départementales, nationales, autoroutes, 38 000 km de routes. C'est 1800 km de voies ferrées entre le train, le TER, le tram, le métro et autres. C'est énorme. Donc quand vous avez une convergence de toutes ces personnes qui tous les matins à la même heure et tous les soirs à la même heure vont travailler, rentrent chez eux,
vous imaginez le nombre de millions d'heures qui sont perdues. Demain, l'enjeu, c'est de faire de ce temps, de la matière, quelque chose qui soit monétisable. Et ça constitue un vrai marché. Donc, c'est un des aspects aussi. Après, il y a l'empreinte écologique, il y a l'empreinte carbone de tout ça. C'est énorme. Comment est-ce qu'on va faire dans les 20 ans ou 30 ans à venir? Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à l'échelle planétaire autour de 7 milliards d'eux, que les projections à 2050 sont autour de 9 milliards 8, 10 milliards. Et que comment est-ce qu'on va faire pour Dont 70% d'urbains, absolument 50% aujourd'hui. Voilà, Ça veut dire qu'il y aura 3 milliards de nouveaux urbains dans les 30 prochaines années. Voilà, on est dans l'exponentiel. Et c'est demain matin, hein, c'est pas demain matin à 8 h, mais c'est juste après-demain. Rappelons-nous que 20 ans, c'est pas grand-chose. Tout le monde savait ce qu'il faisait il y a 20 ans. Donc on n'est pas en train de parler de siècles. Donc il y a une accélération quand même de tout ça qui est juste énorme. Et donc lorsqu'on sera des milliards, comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir? Comment est-ce qu'on va faire pour habiter tout ça, alors qu'on est dans un espace contraint? On peut pratiquement plus toucher à notre agriculture, sous menace de ne plus pouvoir se nourrir, de ne plus pouvoir nourrir les animaux qui nous nourrissent eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a un vrai problème. Donc il va falloir qu'on change le modèle, il va falloir qu'on change notre logiciel si on veut continuer à exister de bonne façon. Donc confier nos villes aux GAFA, on a commencé à déjà confier une partie de notre vie, puisqu'on est tous avec nos vies étalées, enfin en tout cas pour beaucoup de monde, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on veut aller plus loin? Je ne sais même pas d'ailleurs si on peut arrêter la machine. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Hadda? Alors, ce que j'ai envie de dire sur le sujet, c'est que si on prend d'abord ce que font les grandes entreprises privées déjà dans le domaine des politiques publiques, pas parce que Veolia traite l'eau, on peut dire qu'elle s'est emparée de l'action des communes en matière de politique d'assainissement, de développement, de politique d'économie de l'eau, etc., etc. Je prends le cas des ordures ménagères, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que sur le numérique, je ne vois pas pourquoi les communes, les collectivités territoriales se positionneraient différemment que ce qu'elles peuvent faire dans le cadre de services publics qui sont, je veux dire, des services publics à l'ancienne et qui existeront toujours. Et ça pose le problème de l'expertise des collectivités, de leur capacité à avoir une stratégie sur le numérique, et de s'emparer de ces questions-là et de mettre en place une gouvernance qui leur permette de tenir les choses et de considérer que, alors moi je ne parle pas des GAFA, je regarde les entreprises du numérique, de considérer que ces entreprises-là, comme d'autres, elles peuvent éventuellement répondre à des marchés, mais que la stratégie et ce qu'on en fait, le pourquoi, ce soit toujours les collectivités qui aient la main. Et pour ça, je veux dire, il n'y a pas de secret. Pourquoi les GAFA aujourd'hui peuvent s'emparer de nos vies? C'est pas parce qu'elles ont la maîtrise des outils technologiques et des réseaux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle une collectivité comme le département du Val d'Oise a organisé sur son territoire, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, enfin je sais ce qui se passe ailleurs, mais j'ai envie de dire, moi, c'est le conflit qui m'intéresse. Donc c'est déjà de mettre en place toutes les infrastructures publiques qui permettent aux collectivités, si elles le souhaitent, d'avoir des politiques de transformation de la ville par le numérique qu'elles maîtrisent. Des réseaux de fibre optique sur lesquels elles auront la main. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de se faire imposer le pressing parce qu'on n'est pas capable de choisir son tailleur pour aller acheter son costume, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez voir des grands intégrateurs, ils vous disent voilà, c'est mon réseau, on peut mettre en place ce type de nouveaux outils, de nouveaux équipements, de nouveaux services, mais c'est des solutions intégrées. Nous, on a souhaité séparer la question de l'infrastructure de la question du service. Pourquoi? Parce que ça nous permet de choisir qui on veut. Et c'est pour ça qu'on développe des réseaux de fibre optique propres, publics, qui permettront aux collectivités de mettre en place la Smart City qu'elles souhaitent mettre en place dans leur commune. Les réseaux de vidéoprotection, ça en fait partie. Le développement d'architecture informatique centralisée, de ne pas confier les clés du camion justement à ces grandes entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est d'avoir de l'expertise. Et c'est pour ça qu'aussi le syndicat mixte apporte de l'ingénierie territoriale
une ingénierie une expertise auprès des communes. On a constitué une centrale d'achat, par exemple, pour pas qu'elle soit désemparée, parce que souvent aussi, c'est les mêmes entreprises qui aident un peu les services à écrire les marchés publics et ensuite elles y répondent. Parce que lorsque vous n'avez pas, ou les AMO, les assistances à maîtrise d'ouvrage, qui sont maqués entre guillemets avec des entreprises et puis qui vont écrire le marché d'une certaine façon et puis comme Miss France on sait déjà qui a gagné avant le concours, donc voilà, c'est à dire que ce que je veux dire c'est que le danger qui a été précisé juste avant moi il existe, mais et c'est pour ça c'est parce qu'il y a ce danger qu'il faut que les collectivités s'en emparent. On va faire une petite pause musicale, mais j'ai plein de questions à vous poser, et notamment, vous avez dit tout à l'heure, très justement, donc, Rachid Hadda, qu'il fallait que les gouvernances des villes changent. Donc, on va poser la question tout à l'heure, après notre pause musicale, à Patrice Robin. Et puis, on va demander à Jean Etiens également qu'il nous donne des exemples de villes, notamment aux États-Unis, qui se sont laissées faire et ce qu'elles deviennent. À tout de suite. Oui, parce que je pense que c'est important de donner des exemples. Bien sûr. 3 cafés gourmands. Vous voulez? Tiens, tenez, vous pouvez prendre le bout de celle-là. L'artiste 3 cafés gourmands. 3 cafés gourmands. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'artiste. Vous n'avez pas mis mon dossier du jour, vous m'avez demandé de faire des titres. Je suis arrivé en retard. Bon, c'est pas grave. Alors, comment ça s'appelle là? 3 cafés gourmands. Ouais, 3 cafés gourmands, d'accord. Et le titre c'est À nos souvenirs. Allez dans mon dossier parce que ça s'appelle Vague à l'âme. Non, À nos souvenirs. À nos souvenirs. Ouais, c'est pas dans votre dossier non? Non. Je sais pas, c'est Christophe. Bah, allez dans mon dossier du jour, vous allez j'ai trouver. Le prochain, comme ça je vous dis, ce sera le titre c'est Shotgun. Oui, mais allez dans mon dossier, vous allez trouver, c'est tout numéroté, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc vous annoncez pas. Moi je les ai les titres. Oui, alors donc j'ai dit, donc première question, la gouvernance des villes, notamment pour des petites communes, comment on peut faire, c'est ça la question. Deuxièmement, les exemples américains, voilà. Et troisièmement, le concept de Smart City est-il un concept uniquement marketing ou, parce que c'est joli comme mot, c'est vrai, ou est-ce que, voilà, si vous pouvez parler des deux. Oui. Florence, c'est quoi le sens de la question quelle gouvernance pour les petites villes? Eh bien, Rachid Hadda a dit que c'est vrai que l'année dernière, et même il y a 2 ans, on parlait que les villes devraient se doter d'un directeur, alors ça portait un nom spécialisé, d'un directeur du numérique. Oui, c'est ça, oui. Ah, le DPO. Ah non, pas le C'est DPO. intégrer la compétence dans les communes. Oui, voilà, de quelqu'un qui s'occupe de la stratégie, justement, Ah oui. de la stratégie du numérique pour pas tomber dans... Et puis, ça devait être une décision étatique, finalement. Et puis, finalement, ça a été abandonné. Parce que moi, j'ai fait le reportage sur... Quand les villes de l'UNESCO sont venues ici à Enghien, j'ai fait tout un reportage sur la Smart City. J'ai fait 5 émissions. Donc, je les repasse régulièrement, puisque ça date de juillet de l'année dernière. Et donc j'ai étudié tout ça comme marché, donc je le connais quand même pas mal. En France, c'est les villes de Lyon qui sont très avancées dans ce domaine. Ici, les Moulineaux, au niveau de la fibre, avaient démarré en premier, mais il y a déjà longtemps. Donc voilà, il avait été question, justement, et je trouvais que c'était bien, moi, et puis ça a été abandonné. Ben nous d'une certaine façon, on l'a fait en créant le syndicat mixte. On a mis dans une structure qui... Oui, c'est bien ça. Il y a d'autres syndicats mixtes en France, hein, mais la différence entre d'autres territoires, c'est que le département, lorsqu'il a créé le syndicat avec les intercommunalités, ont donné des compétences pour le déploiement de la fibre, mais on a pris tout de suite des compétences facultatives qu'on exerce sur le développement de la Smart City, les services, l'administration. On reprend dans 5 secondes. Au bar de l'économie, nous parlons nouvelles technologies, Smart City et intelligence artificielle avec Jean Etiens, urbaniste et auteur du livre Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, avec Patrice Robin, maire de la ville de Villennes-sous-Bois et président de la communauté de communes Carnel Pays de France, et puis Rachid Hadda, directeur général du syndicat mixte du numérique en Val d'Oise. Et donc, nous étions en train de nous poser la question, la gouvernance des villes, quel changement ça va faire? Patrice Robin, peut-être vous pouvez poser la question, faut-il nommer quelqu'un ou faut-il faire appel au service justement de Rachid Hadda qui propose un syndicat mixte pour permettre de dégrossir le terrain? À ce stade-là, je dirais que je ferais la différence entre une ville connectée
et l'intelligence artificielle, par exemple. C'est des choses qui, pour moi, sont des champs un peu différents. Donc, si on parle de ville connectée, effectivement, prenons le cas de Rachid, avec lequel on travaille déjà beaucoup, notamment pour l'installation de la fibre optique dans nos communes. D'ailleurs, je rappelle que le Val d'Oise est le seul, je crois, département de France à être le plus rapidement connecté, enfin le premier à être 100% connecté en fibre. En tout cas, on arrive avant 2020. Voilà. Bon, donc du coup, ça, c'est un travail qui est déjà en place. Pour le reste, je dirais qu'il y a d'autres champs qu'il va falloir explorer, et probablement qu'il faudra s'équiper de compétences en interne. Mais en même temps aussi, il y a une distorsion entre une commune comme la mienne, par exemple, qui est une commune rurale, et des communes de type Argenteuil ou ici les Moulineaux, qui sont Paris, bien évidemment. Où il y a plus d'habitants, plus de moyens. Effectivement, plus de moyens, et puis une attractivité naturelle, en fait, etc. Si moi, demain, je m'équipe d'un responsable escalité numérique, franchement, j'ai d'autres priorités. Donc, peut-être que ça se fera au niveau d'une interco, et c'est là que l'intercommunalité joue son plein effet, à tout son sens, puisque ce qu'on ne peut pas faire seul, on peut le faire à plusieurs. Donc, quand on parle d'une commune rurale, en général, elle s'installe dans un... Il faut la prendre en considération dans un archipel, c'est ce que j'aime bien dire, concernant en tout cas la communauté de communes qui incarnait le Pays de France. Il y a 19 communes, avec la plus petite commune qui fait 68 habitants, je ne sais pas si vous imaginez, et la commune la plus importante abrite 6 000 habitants. Donc il y a une distorsion énorme. Voilà, donc un territoire vaste avec des petites communes. Donc prenons effectivement, pour reprendre le mot que vous venez de dire, la notion de territoire, et de pouvoir périmétrer ça en termes d'efficacité et d'action pour pouvoir agir justement sur ce type de projet et d'idées, et plutôt que de la subir, l'accompagner. Mais oui, il y a des choses, et notamment la vidéoprotection, etc., la sécurité, c'est hyper sensible. Alors Jean-Étienne, qu'en pensez-vous ? Il faut voir que la montée en gamme des compétences, elle ne concerne pas seulement le numérique, mais l'ensemble des compétences techniques qui sont impliquées dans une ville. Un exemple, la mobilité aujourd'hui, c'est 4 modes de transport, la voiture, le vélo, la marche et les tramways ou les bus. Demain, c'est une vingtaine ou une trentaine de modes qui vont se partager la mobilité urbaine. On en voit un certain nombre qui envahissent nos trottoirs, les À quoi pensez-vous ? Toutes les modes de mobilité ludique qui vont être... Les trottinettes électriques, les vélos électriques qui vont être partagées ou pas partagées, donc en propriétaire partagé, donc déjà ça double déjà le nombre de modes, avec à chaque fois des centrales de réservation, de l'occupation de l'espace public. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne peut pas régler le problème de la mobilité urbaine en accumulant des solutions, en empilant des solutions qui s'annulent les unes les autres. À un moment donné, il va faire une autorité régulatrice, penser le système dans sa globalité. Aujourd'hui, on n'y est pas. On voit que les villes ont du mal, même les très grandes villes comme Paris, réussissent à garder la main, mais se font déborder, ont du mal à gérer leurs concessionnaires, on l'a bien vu avec le Vélib, se font déborder par des gogo-bikes, etc., qui déposent des piles de biclous sur les trottoirs sans rien demander à personne. Donc là, il y a vraiment... Alors, il y a la mobilité, il y a l'énergie, on passe d'un système avec le gaz et l'électricité à un système avec une dizaine d'énergies renouvelables qu'il va bien falloir caser dans les villes, organiser des smart grids énergétiques qui vont faire appel à du numérique mais aussi à des compétences énergie. Si on parle des modèles économiques, on se rend bien compte que si on veut sortir d'un système linéaire où on exploite des ressources et on rejette des déchets, il faut inventer tout un tas de modèles économiques nouveaux, collaboratifs, circulaires, circuits courts, tout ce qu'on veut. Tous ces gens-là, ils viennent voir le maire, ils lui demandent de l'espace pour développer leur business, ils lui demandent éventuellement des sous pour soutenir leur activité. Et donc, il y a une complexité du nombre de décisions que doit prendre un maire par rapport à ce qu'il y a 20 ans, qui s'est, à mon avis, élargi et considérablement compliqué. Donc, qui suppose une montée en gamme de ses services techniques, et qui suppose donc une montée en gamme, peut-être pas du nombre d'habitants par commune, mais en tout cas du niveau auquel vont se prendre les grandes décisions. C'est pour ça que vous avez déjà groupé des intercommunalités de 15 000 en 30 000, mais peut-être qu'il faudra aller plus loin, parce qu'on se rend bien compte que les systèmes urbains sont de plus en plus complexes à gérer. Et c'est dans ce cadre qu'effectivement l'offre du numérique a pu séduire un certain nombre de maires, dans la mesure où eux ils disent vous en faites pas les gars, moi j'ai le système complet. Le système, c'est ce qu'a fait Google à Toronto, pourtant pas une petite bourgade. Oui, justement, j'allais vous demander des exemples. 325 hectares d'un magnifique site, c'est comme si c'était au bord du lac de Ontario, c'est comme si c'était au bord du lac d'Anguin. Vous voyez, c'est un site absolument magnifique, 325 hectares, 30 000 habitants de projet de programme. Et là, clé du camion donné à Google, vous faites, avec l'appui du gouvernement canadien, le financement du gouvernement canadien, on met 200 millions pour viabiliser $2 pour le terrain, Google met 50 millions et les responsables de Google eux-mêmes disent on va enfin pouvoir faire la ville de nos rêves. Donc là vraiment, c'est l'exemple où une ville importante donne les clés du... Alors pas sur l'ensemble de la ville, mais sur un projet complètement emblématique
on donne les clés du camion à Gérard du numérique parce que lui, il prétend avoir le système La solution. pour régler le problème. Alors pour revenir à ce que disait Rachid tout à l'heure, c'est vrai, aujourd'hui, on a déjà des services techniques qui concèdent des choses, mais il y a une marge qui va être franchie, c'est que pour gérer tous ces services techniques, il va falloir gérer des données. Et ces données, elles vont être intégrées par un seul offreur. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ou un groupe, c'est ce qui se passe par exemple à Dijon, où le contrat qui a été fait entre la ville de Dijon, Capgemini, Suez, etc., c'est pour gérer l'ensemble des services urbains. Donc c'est un consortium qui va gérer l'ensemble des données concernant l'espace public et le service urbain. Donc là, on voit bien qu'il y a une montée en gamme des concessions et qui fragilise évidemment les collectivités locales. Je suis d'accord là-dessus, mais justement parce que l'enjeu de demain de la Smart City, c'est le pilotage des politiques publiques par la donnée. Ça, c'est un point hyper important. Et donc, justement, la mutualisation à l'échelle au moins départementale, voire régionale, est nécessaire. Sinon, si vous laissez une commune, quelle qu'elle soit, Dijon, c'est une grande commune, mais bon, face à un Capgemini, je pense qu'il y a plus de salariés chez Capgemini quasiment que d'habitants à Dijon, quasiment. Donc, et ben, forcément, vous allez donner les clés du camion. Nous, la démarche qu'on a au sein du département, et qu'on l'a d'ailleurs avec la région de France, hein, la Smart Région, c'est que la Smart City, qui est une transformation digitale, mais aussi écologique et qui est aussi citoyenne, c'est-à-dire que c'est une approche collaborative transversale qui intègre de la participation, construire, fabriquer la ville du futur avec les citoyens, qui implique l'intégration de nouvelles technologies, mais qui implique aussi l'objectif de développement durable. Et ben, ce mouvement d'ensemble qu'on voit à Toronto, qu'on voit à Doha, qu'on voit dans plein de communes du monde, c'est un mouvement qui finira par toucher, selon moi, l'ensemble des territoires avec plus ou moins de rapidité. Et d'ailleurs, les citoyens seront les premiers à dire pourquoi d'abord là-bas plutôt qu'ici. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous confiez les clés du camion, quand Dijon confie les clés du camion à un consortium. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas les infrastructures à leur échelle pour pouvoir le faire. Nous, par exemple, avec la région Île-de-France, on est en train, il ouvre dans 6 mois, on construit un data center public communautaire pour collecter l'ensemble des données des acteurs publics qui pourront mutualiser ces fonctions-là. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des responsables du numérique en local. C'est-à-dire que d'ailleurs, la réglementation a tranché, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est stratégie numérique, c'est à minima l'échelle départementale que ça doit se faire. Que ce soit les schémas d'infrastructure, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement numérique, que ce soit la loi Le Maire, les schémas directeurs d'usage et des services, finalement qui est de construire la Smart City, c'est minimum niveau départemental, voire régional. Et donc, ça, il faut s'en emparer, il faut mutualiser, parce que de toute façon, gérer des données à l'échelle d'une commune, c'est absurde. Je veux dire, quand on parle de la mobilité, quand on parle de... les gens sont mobiles, quand on franchit les frontières administratives, les réseaux ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Les réseaux, vous mettez des réseaux Wi-Fi dans des communes... un habitant passe d'Auvers-sur-Oise à Méry-sur-Oise, qu'est-ce qui devient? Si c'est des systèmes qui sont différents, il y en a un qui a été confié justement à une société privée, l'autre qui est géré de manière publique, vous passez d'une ligne à l'autre et puis le statut change, alors que vous avez juste traversé la rue. Donc ça, c'est des questions qu'il faut poser. Et ensuite, et c'est pour ça que la maîtrise de l'infrastructure, pour moi, pour les acteurs publics, il faut que les acteurs publics puissent avoir les mêmes équipements que des Google, à leur échelle bien sûr, des Google, des data centers, des réseaux de fibre optique, des réseaux Wi-Fi perfectionnés, et ensuite, charge à eux, sur des couches de services, de lancer des marchés, de dire voilà, vous opérez vos services, mais de mon infrastructure. Si demain je ne suis pas content, vous sortez, voilà. Alors, et ça c'est différent de la stratégie d'un Google qui vient sur l'urbain à travers la vie privée des gens. C'est différent. Là, c'est de partir de la politique publique. Il y a un maire qui est légitimement élu, il y a un président d'agglomération, enfin d'intercommunauté qui est légitimement élu, il y a un président de région qui est légitimement élu, il y a un président de département qui est légitimement élu, qui assure des politiques publiques. Aujourd'hui, ces politiques publiques, elles subissent, comme le reste de la société, comme le reste, la transformation digitale. C'est pas parce qu'on digitalise, entre guillemets, des politiques publiques que la digitalisation va entraîner une privatisation par ceux qui tiennent, qui maîtrisent
les outils du numérique. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que la Smart City, si elle ne s'accompagne pas d'une approche de démocratie participative qui associe le citoyen et donc les élus aussi, hein, la politique au sens noble, le sens de l'intérêt général, c'est sûr qu'on va se retrouver dans des cas où vous allez avoir de l'espace public, mais plus loin que les services publics urbains classiques, qui sera totalement privatisé. C'est la vie des gens qui va être privatisée. On va faire une nouvelle pause musicale et après on va donner la parole à Jean-Étienne qui veut réagir à vos propos, Rachid Dada. Tout de suite, on part écouter une petite musique. Comme je ne sais pas ce qui est prévu, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne voulez pas savoir. Non, je vous ai dit, prenez dans mon dossier. Ah oui, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que vous êtes en train de me dire. Je partage complètement votre avis quand vous dites, en fait, je crois que le gros point noir, c'est la maîtrise des infrastructures. Si on prend le Ah, vous avez fait un dossier pour ça. C'est la maintenance, c'était moi qui le faisais. si elle avait été prise Vous en m'avez dit, compte, faites-moi les dossiers je comme pense avant. que le projet aurait mieux marché. Certainement. Donc c'est pour ça. À la rigueur, il Moi, aurait j'ai tout fallu noté. avec Autolib, par exemple, avoir une infrastructure publique, C'est vous la qui m'avez dit gérer. ça hier. Je pense pas. Moi, je sais pas, moi, c'était après. C'est vrai que si vous voulez Alors il y a faire. quand même une chose que vous Hier, on m'avait dit semblez faites-le, c'est je préfère, c'est que facile. Moi, je pensais que je vous il faisais y un a quand dossier. même c'est Apple ou Microsoft. Oui, mais On est quand même Il faut s'accorder. dans les mains de ces deux oui, géants. ça c'est sûr que quand vous achetez un logiciel, c'est Apple, Bah c'est oui. voilà. Mais ça, c'est les équipements, c'est-à-dire que Oui, derrière, mais ça n'empêche que je suis derrière, d'accord, mais à un moment ça donné, fait ça peut rien. être Huawei, voilà. Mais ne pas être pieds moins liés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui. c'est pas parce que vous achetez un. Moi, l'exemple que je prends Non, souvent, on en c'est revient de pas dire, sur vous ça. achetez votre Comment c'est costume pas dans un magasin et il vous imposerait le pressing. Ok, on suit dans l'ordre. il y a quand même D'accord. déjà cette... Oui. on est déjà On est d'accord, chez mais le là. même fournisseur de Du tissus, coup, on va vous dire. avez Oui, cherché oui, sur je suis même YouTube. fournisseur de tissu, on est d'accord. C'est des titres que j'ai depuis longtemps, moi, tout ça. Oui, Il y en a, c'est pas des titres, il y en a c'est c'est pas des la liste, disques et d'autres, c'est d'avoir des... la c'est notion pas de les titres de la liste réversibilité. de septembre. Non, On vous dit j'avais pas le soit temps. vous restez chez nous, soit il n'y a plus rien. J'avais pas le temps hier. Oui. Vous voyez la difficulté déjà de Moi, il a- sortir des régies, des régies Non, françaises c'est- autonomes. C'est quand les communes ont perdu leur capacité, c'est très compliqué de dire ah bah tiens on repasse en régie directe parce que il faudrait embaucher du monde, il faudrait apprendre des choses, etc. Et cette expertise aujourd'hui, à partir du moment où on part maintenant d'un niveau zéro, il ne faut pas laisser le. Oui. Parce que quand vous parlez aussi de démocratie participative, c'est un peu utopique, non? Jean-Étienne, c'est vous qui reprenez la parole. Oui. Et en même temps, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais en même temps, dites-nous si le concept de Smart City n'est qu'un concept marketing ou s'il est plus profond, comme le disait Rachid Dada, justement. Oui. Est-ce qu'on a changé de... Est-ce qu'on a changé de... Je pense que pour de ça, palier. pour parler de Smart City, il faut parler de ville intelligente. Enfin, ce que c'est que l'intelligence d'une ville. Ça va me prendre 3-4 minutes, mais après ça, je prendrai peut-être moins. Non, non, Et là, j'ai on besoin a le d'un temps, petit il est peu que de- moins le quart. Hein. Il y a un peu de temps pour... Enfin, 3-4 minutes. Mais d'abord, je voudrais rebondir sur ce que Rachid a dit, qui est très important, sur le combat entre la cité politique et la ville-service marchandisée. Parce que ce combat, il n'est pas explicite, mais il est latent. On voit Il bien est que- latent. que les géants du numérique, eux, leur problème, c'est pas de faire des cités politiques. Ils s'en foutent Ils complètement. s'en foutent, mais c'est... D'ailleurs, vous écoutez Zuckerberg, il vous On est dit de d'accord. toute façon que la politique, l'avenir, reste 25 c'est l'avenir de la politique, c'est les réseaux sociaux, et il faut répondre en temps Bah, réel. vous allez nous le dire au micro, tout ça. Oui. Bah, de toute façon, ils sont déjà habitués, les Américains, puisqu'ils... Oui. On reprend? Bientôt. Dans 10 secondes. Ils ont déjà commencé à construire ce genre de choses en faisant leur maison, leur village de seniors, les Américains. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Oui. Il y a encore des cités politiques Voilà. aux États-Unis, mais ils sont... Nous voici de retour au bar de l'économie. Nous sommes toujours avec Jean-Étienne, urbaniste, économiste, auteur du livre « Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes ». Et puis avec Patrice Robin, maire de la ville de Villaines-sous-Bois et président de la communauté de Carnel, Pays de France. Et puis avec Rachid Dada, directeur général du syndicat mixte du numérique en Val d'Oise. Donc Jean-Étienne, si vous voulez réagir justement aux propos de Rachid Dada, alors je vous laisse, Oui, je vous laisse la parole. Rachid Dada tout à l'heure nous a dit qu'il fallait préserver la cité politique dirigée par un maire élu par des citoyens. Je crois que c'est très vrai. Il y a aujourd'hui un combat un peu larvé entre deux visions de la cité, hein, la vision qu'on pourrait dire européenne, historique de la cité politique, gouvernée par un maire élu par des citoyens et visant l'intérêt général dans la durée, c'est-à-dire dans le long terme, et aujourd'hui une offre de ville-service marchandisée qui prétend répondre en temps réel aux demandes d'usagers qui ont des demandes individuelles mais qui se fichent, enfin qui ont une grosse distance par rapport à la notion d'intérêt général.
Et cette donc c'est confrontation, elle n'est pas l'individualité. explicite, mais elle est complètement évidente quand vous regardez les propositions de certaines applications comme OS, etc., qui vous disent circuler dans la ville, on va vous aider à vous débrouiller dans le système, mais si ça bloque le plan de circulation de la ville, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que monsieur X, qui est client d'OS, lui se débrouille. Alors cette privatisation, ce glissement, il n'est pas nouveau. On ne peut pas dire que c'est le numérique lui-même qui en est responsable, parce que c'était déjà ce qu'on voyait dans les galeries marchandes de nos grandes surfaces, c'est déjà de la ville-service qui répond en temps réel, sauf que là, il y a une étape qui est franchie, et d'ailleurs il y a aujourd'hui des alliances qui sont en train de se constituer entre les géants du numérique et la grande distribution, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Vous avez des alliances Casino, Amazon, Google avec Auchan, etc. qui sont en train de... Donc on voit bien qu'il y a une tentative de conquête de la cité politique par la ville-service numérisée marchande, et que cette conquête, elle se fait aussi une lutte entre deux espaces, entre l'espace virtuel, qui lui fonctionne à la vitesse de la lumière en temps réel, et l'espace réel, l'espace public, qui lui dépend d'une très longue histoire, parce que certaines de nos rues portent des noms qui ont été inventés au Moyen-Âge, et qui lui incarnent l'intérêt général, parce qu'il n'y a pas de vision, on parle beaucoup de bien commun aujourd'hui, il n'y a pas d'expression plus tangible du bien commun qu'un espace public. Si cet espace public devient privatisé, c'est la fin de la cité politique. On a une cité politique qui n'aura plus que des cités marchandes. Le maire, il sera un gestionnaire des services techniques, mais il ne sera plus un maire, il ne sera plus un responsable politique. Et maintenant, si vous voulez que non, c'est un peu long que je revienne sur la Smart City. Alors oui, je voulais vous demander, est-ce que le concept de Smart City est dépassé? Est-ce que c'est un concept marketing? Vers quel concept va-t-on pour nous, en tout cas, en France? Il y a une confusion en France entre les deux notions, la notion de ville intelligente et Smart City. Alors Smart City, c'est un concept qui était au départ développé par IBM, qui était un emballage cadeau pour présenter un ensemble de solutions, qui avait de la vidéosurveillance, à la télégestion des places de parking, etc. Une ville intelligente, ça repose en fait sur 4 formes d'intelligence. Une intelligence qui est technique, où là effectivement l'offre numérique est décisive, c'est-à-dire qu'on peut améliorer beaucoup de choses dans le fonctionnement urbain avec des machines plus performantes ou avec du partage des usages, avec une meilleure utilisation de l'information, des outils existants, des réseaux, de l'espace. Ça c'est absolument évident. La deuxième forme d'intelligence, c'est l'intelligence du système urbain, c'est-à-dire c'est son plan, c'est ce qu'on parlait des infrastructures, la façon dont la ville... Et ça, c'est beaucoup plus long, puisque on voit que le Grand Paris Express, c'est un truc qui va coûter peut-être 60 milliards d'euros à l'arrivée, qui va durer 20 ans. Et ça, c'est pas le job aujourd'hui des gens du numérique, c'est le job des responsables politiques. Mais ça coûte cher, c'est long, c'est difficile. Et il peut y avoir la tentation d'abandonner ce travail sur les systèmes urbains pour se dire, on confie la gestion à, par exemple, Uber, aujourd'hui, propose à un grand nombre de villes de supprimer leurs lignes de transport collectif et de les remplacer par un service de taxi à l'amende en disant que marginalement, c'est plus intéressant. Donc, sur cette deuxième forme d'intelligence, l'intelligence systémique, la collectivité locale est aujourd'hui complètement en avance, mais il faut qu'elle garde la volonté de réaliser son système et qu'elle ait les moyens intellectuels de le faire. Troisième forme d'intelligence, c'est l'intelligence politique. C'est la capacité d'une société urbaine à se fixer des objectifs, à se gérer. Et là, il y a une offre numérique, ce qu'on appelle les civic tech, les civic technologies. Mais cette offre, pour l'instant, est très ambiguë, puisqu'elle sert autant à manipuler les électeurs. Disons qu'il n'y a pas la promesse des civic tech qui était il y a 3 ans, des gens promettaient qu'ils allaient révolutionner la démocratie, la rendre plus transparente, vertueuse, etc. On avait bien vu ce que ça donnait avec l'affaire Facebook Cambridge Analytica, que le numérique n'était pas un média plus vertueux que les autres. Donc là, il y a un déficit de promesse. Et le quatrième intelligence, c'est l'intelligence culturelle. C'est la façon dont une société spontanément fonctionne de façon intelligente. Je vais prendre un exemple. Vous prenez le même rond-point dans 2 villes. Dans une ville, parce que les gens sont courtois, ont de l'urbanité, va fonctionner comme une horloge. Et dans l'autre, le même rond-point va être une foire d'empoigne, tout le monde va klaxonner, le truc va être bloqué. Cette intelligence urbaine, cette urbanité, cette civilité, là, elle peut être améliorée par le numérique, c'est tout ce qui concerne le partage, mais elle peut aussi être détournée par des applications qui vont finalement fabriquer non pas des citoyens, mais des citadins, des consommateurs et des usagers. Voilà à peu près le paysage. Donc pour l'instant, si vous voulez, ce qu'on peut reprocher à l'offre Smart City, c'est de prétendre couvrir toutes les formes de l'intelligence urbaine, alors qu'en fait, elle est très pertinente sur l'intelligence technique,
mais beaucoup moins sur les autres formes. Mais il y a quand même un problème de taille, c'est la taille des villes, parce qu'on vous parlait de villes, ce que vous dites c'est valable pour des grosses villes où il y a beaucoup d'habitants, un problème de réseau routier, mais comment ça se passe pour des communes plus petites, en nombre d'habitants, où les territoires sont plus vastes, donc il n'y a pas ces problèmes de déplacement. Si je prends votre communauté de communes, Patrice Robin, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Alors, on a des nombreuses problématiques, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé, pour se rendre sur son lieu de travail, de prendre son véhicule, de prendre le train, enfin, de prendre les transports en commun. Je voudrais juste rebondir quand même sur un point, sur la cité politique, au sens étymologique du terme, c'est une communauté de citoyens libre et autonome. Donc, est-ce que on est toujours dans ce cas de figure, lorsqu'on est dans les schémas qu'on vient de préciser, est-ce qu'on est toujours libre et autonome? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Je voudrais aussi rebondir sur un point, c'est qu'on est sur la convergence de plusieurs transitions. On a une transition en marche qui est une transition écologique, qui est aussi énergétique. Donc pour la réussir, il va falloir faire beaucoup d'efforts. On est sur une transition économique et on est sur une transition alimentaire. Donc si on désolidarise ces trois blocs, en fait on a un problème quelque part de déconnexion des convergences et on n'est plus dans l'efficacité globale. On travaille, on a des clés d'entrée pour entrer sur un point ou sur un autre, mais globalement, il faudrait qu'on ait cette vision globale qui me semble la plus efficace. Transition alimentaire, parce que comment est-ce qu'on va faire pour revenir là-dessus? Mais je suis dans un village rural, donc en fait, et dans une communauté rurale. Donc notre agriculture aujourd'hui est contrainte, puisqu'en fait, on va devoir développer plus d'habitats, on va devoir, si on continue comme ça, développer des routes, des infrastructures. Donc on ne peut pas le faire. Donc c'est compliqué. En fait, financièrement, on n'a pas les moyens de nos ambitions. C'est un petit peu ça que vous nous dites là. Alors, d'abord, il faudrait définir nos ambitions, savoir quelles sont-elles. Est-ce que c'est humaniste, transhumaniste? Est-ce que c'est en fait dans quelle ambition on se dirige? Mais le constat aujourd'hui, c'est que c'est de toute façon compliqué, qu'on a à prendre en compte qu'il y a des nouveaux métiers. Rachid Dada parlait tout à l'heure des données, enfin on a des sommes, des milliards de données qui sont maintenant disponibles en open source, donc ça veut dire que c'est une valeur marchande, donc on crée des nouveaux métiers, de là une transition économique, c'est-à-dire que les métiers du passé, petit à petit, pour certains, vont disparaître, je ne sais pas, je ne rien dans l'âme, mais c'est un peu ça, donc la destruction créatrice, et puis on a une transition alimentaire, puisque demain on va s'alimenter différemment d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut restructurer notre agriculture, restructurer notre ruralité, et puis tout ça, ça a un coût aussi en termes de sécurité, puisqu'en fait, toutes ces données, puisqu'ils sont libres d'accès pour la plupart, c'est une matière monnayable, monétisable, et donc ça pose le problème de la cybersécurité. Donc là aussi, il faut qu'on se pose cette question-là. Donc il y a quand même ce problème-là qui existe et qui n'est pas traité aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas couvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Étienne? Moi, je pense qu'effectivement, on est sur un moment donné où il faut... c'est pour ça qu'il faut une volonté politique, qu'il y ait une cité politique, parce qu'il faut réussir ces cas de convergence. Et ça peut... Aujourd'hui, l'offre Smart, c'est problème par problème. C'est ce qu'on dit, on fait un monde meilleur. La promesse de Smart, c'est qu'on fait un monde meilleur et on résout les problèmes. On les résout un par un, et donc on les Il n'y a pas de vision globale. Il n'y a pas de vision globale pour l'instant, et c'est ça qui avec l'illusion qu'il y en ait une. C'est ça qui est gênant. Parce que Smart City, ça devient à un moment donné une espèce d'utopie auto-réalisatrice. Le maire qui ne sait plus comment gérer sa truc, se dit je vais faire Smart, ça va être mieux. Mais pour lui, Smart, ça devient la finalité, alors que ça devrait être un moyen d'atteindre son but. Alors moi je dis, il faut quand même une note un peu positive. Je crois quand même qu'on a effectivement une tendance qui pousse les citadins à se comporter comme des consommateurs, mais il y a une autre tendance inverse, réactive, qui fait monter un très grand nombre d'initiatives citoyennes qu'il faut capter, et en même temps les collectivités locales disposent d'un atout, à mon avis, considérable aujourd'hui encore, qui est la maîtrise du sol. C'est-à-dire que pour l'instant l'espace réel, c'est le maire qui le maîtrise. Il a son espace public, c'est lui qui détermine le plan d'occupation des sols, le droit de construire, qui trace les infrastructures. Alors certes, il peut avoir des problèmes de moyens, etc. Mais pour l'instant, les collectivités locales françaises ont encore
la maîtrise de l'espace physique. Il faut bien le rappeler pour l'instant. Non, mais il ne faut pas qu'elle le concède. Si effectivement une ville donne les clés du camion à un Google ou un consortium quelconque en disant maintenant vous gérez votre espace public et je vous laisse faire, là c'est cuit. C'est fini. Le maire a perdu son pouvoir. Et tant qu'il garde le contrôle de l'espace, parce que l'espace physique c'est aussi le temps long. Donc l'espace foncier, vous parlez. L'espace foncier qui est à la fois l'espace public, à la fois les propriétés communales qui peuvent être utilisées par exemple pour développer tout un tas de nouveaux métiers. Je pense à ce qui a été fait à Bordeaux avec la cité Darwin ou des choses comme ça, il y a peu, ou ce qui a été fait dans une petite ville du Nord. Le patrimoine. Oui, ça, le patrimoine, et puis les plans d'urbanisme, l'usage du sol. Donc là, le maire est quand même le patron et il tient les clés. Alors justement, parlons des atouts. Le premier atout, vous avez dit, c'est l'espace foncier, c'est l'espace public. Il faut que le maire continue à posséder justement cet espace public. En faire public. quelque chose, l'utiliser pour promouvoir le bien commun. Et quels sont les autres atouts justement des villes pour garder leur maîtrise, Jean-Étienne ? Le deuxième, c'est, je pense, l'attachement, l'esprit citoyen. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur commune, qui n'ont pas envie qu'on donne les clés du camion. Ils ne se rendent pas forcément compte, parce qu'on est tous ambigus, on est tous citadins, consommateurs d'applications et citoyens. On n'est pas des purs citoyens ou des purs consommateurs. Voilà, on n'est pas que vertueux, on a aussi nos défauts. C'est pas forcément être vicieux que d'être consommateur, mais à un moment donné, il ne faut pas que le consommateur l'emporte et détruise complètement le citoyen. C'est dans le sens de l'intérêt général. Je crois qu'on a tous cette ambiguïté. Et le rôle du maire, c'est effectivement de développer l'attachement citoyen par tout un tas d'actions qui peuvent toucher à la culture, à l'animation locale, au rapport qu'il a avec les gens, à l'esprit de convivialité qui règne dans la commune et qui fait que les gens ils sont attachés et n'ont pas envie. Moi j'ai travaillé pour une ville qui est Saint-Nazaire où il y avait 25% de chômage et avec le maire on s'était dit ce qui est bien grave c'est que les jeunes ont envie de partir. Donc à partir du moment où dans une ville les gens veulent partir, et là, on a investi, ce qui a surpris complètement tout le monde, dans la culture, dans l'embellissement de la ville, parce que c'est une question, c'est pas la peine de faire des zones d'activité. Il faut que les gens aiment leur ville, et à ce moment-là, ils se débrouilleront, ils s'accrocheront pour y rester, c'est ce qui s'est produit. Il y a plein de villes, c'est ce qu'a fait Bilbao aussi. Quand Bilbao, qui était une ville complètement sinistrée, investit dans la culture, il y a eu une grosse protestation locale, parce que c'est dit qu'ils sont complètement fous, alors qu'ils ont 25% de chômage d'aller se payer un musée. Et en fait, c'était bon calcul parce qu'ils ont redonné une fierté aux gens et aux habitants qui ont dit on ne peut plus quitter notre ville. Alors ça, c'est un deuxième argument qui est très fort et sur lequel les élus locaux ont beaucoup de levier. Et puis, aussi, enfin, on voit un certain nombre de villes qui se sont appliquées dans la promotion de nouvelles formes d'économie, de métiers, qui anticipent le fait que les emplois pourraient être développés par des robots. Donc, en fait, les villes s'impliquent dans une compétence qui n'était pas la leur au départ, qui était d'inventer ou de co-inventer ou de participer à l'invention de nouveaux modèles économiques comme les circuits courts, etc. Voilà. Merci Jean-Étienne. Patrice Robin, vous voulez réagir ? Oui, moi je voulais je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Étienne, donc à savoir les fondamentaux finalement. On revient à nos fondamentaux, la culture, le social, le lien avec les gens, aimer les gens, c'est ça le boulot d'un maire au quotidien. Et donc c'est ça qui fait que demain on va pouvoir continuer à exister avec le modèle humain qui est le nôtre aujourd'hui en tant que citoyen. Ça c'est je pense qu'il ne faut pas qu'on aille se perdre dans des grands ensembles qui soient extrêmement important. Je parle des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, où on va sous l'autel de la mixité sociale ou autre, inventer des espèces de monstres où on va mettre 100, 150 communes, où personne ne va s'y retrouver. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça. Les maires doivent être attentifs à leurs alliances. Et puis il faut surtout beaucoup de courage politique. Parce qu'aujourd'hui, être maire, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et la discussion qu'on a aujourd'hui autour de ce plateau, il y a beaucoup de maires qui n'y ont pas accès. C'est-à-dire que le numérique, ça reste quelque chose de très abstrait quand même. Quand je regardais des statistiques il n'y a pas longtemps, j'ai lu que plus de la moitié des communes, je crois que c'est 70% des communes, se disent posséder les compétences du numérique. On va demander à Rachid Hadda ce qu'il en pense, parce qu'il est bien placé pour le savoir. Quelques PC et puis un peu de vidéoprotection. Un iPhone dans sa poche. Évidemment. Est-ce que c'est effectivement être équipé de l'outil numérique ou de la compétence numérique? C'est vraiment une question de fond. Donc je pense qu'il y a une minorité de communes qui sont aujourd'hui efficientes dans ce domaine. Rachid Hadda, qu'est-ce que vous en pensez? Face à un mouvement global, quand même, qui est une transformation des villes par l'innovation et par le numérique, il ne faut pas laisser ce sujet aux seuls techniciens. Il ne faut pas réduire
la Smart City, j'ai envie de dire moi, la ville intelligente, connectée, durable et démocratique, ça il faut le rajouter, parce que la Smart City, si elle ne relaie pas la citoyenneté, elle ne sert à rien. On ne deviendra que des consommateurs, et ça, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il ne faut pas laisser la main mise par des geeks qui vont tout gérer, et puis après, nous, on est obligé de suivre, c'est ça que vous voulez nous dire? Des geeks, c'est souvent des financiers, des grands financiers qui sont derrière des grandes entreprises. Il y a eu le marché très juteux du ferroviaire, après il y a eu l'énergie, puis maintenant il y a le numérique. Donc ce sont toujours les mêmes. Après, il y en a qui meurent, il y en a qui renaissent, mais finalement, on transforme des grands consortiums par d'autres grands consortiums. Et le cœur du sujet, c'est de garder sa liberté. Tout est écrit dans notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc l'égalité, bien entendu, que le numérique serve à tout le monde, qu'on soit geek ou qu'on ne soit pas. Hein, si tous les services, si beaucoup de services, même l'accès aux droits aujourd'hui est dématérialisé, donc l'accès aux droits passe par le numérique. Donc il faut vraiment qu'il y ait une stratégie territoriale d'inclusion, que les gens puissent s'emparer des techniques numériques. Et derrière la fraternité, c'est la citoyenneté. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu d'aujourd'hui aussi, et c'est aussi finalement une opportunité, souvent on oppose les élus aux citoyens. Là, face au péril finalement qui est lié au numérique, pour une fois, les citoyens et les élus doivent être main dans la main, et c'est pour ça que moi je dis souvent une formule de Marc Lord, mettre les citoyens dans la confidence. C'est-à-dire qu'il faut discuter, échanger sur les enjeux du numérique, comme on a pu le faire à un moment donné sur la bioéthique, sur des sujets comme ça, des grands sujets, s'en emparer au niveau local. Ensuite, sur la technique, je veux dire, il ne faut pas être pieds et poings liés, être le renard libre dans le poulailler libre. C'est-à-dire que derrière, je pense qu'il faut s'appuyer sur des structures de mutualisation qui, eux, peuvent avoir des moyens d'expertise pour les apporter aux communes, mais être toujours dans une approche transversale, collaborative avec les citoyens, et ensuite de mettre en place les outils, les équipements qui permettent de garder la main. Ensuite, de considérer finalement la Smart City, s'il y a du service, pas comme une marchandise ou pas comme mais de considérer que les usagers du numérique restent des usagers, ne sont pas des consommateurs de numérique. Ça, c'est un point important, et notamment sur les services urbains. C'est-à-dire, quand des services urbains sont numérisés, il ne faut pas profiter de la numérisation de ces services urbains pour aller les privatiser. Ce qui veut dire avoir la main sur des techniques, sur des technologies, mais garder le sens de l'intérêt général et garder le citoyen au cœur du projet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie, et c'est les élus qui sont mieux placés pour le porter. Donc en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on a un très beau modèle français. Pourquoi faudrait-il prendre modèle sur le modèle américain ou canadien? On revient tout de suite après une nouvelle pause musicale. Je vous propose Harry Connick Jr. avec son titre Come By Me. Parce que les Américains et les Canadiens, ils ont un autre modèle, ils ont des espaces beaucoup plus grands que chez nous. On n'est plus dans la même échelle. Bon d'accord, quand on arrive dans les centres-villes, il y a un petit peu d'embouteillage dans certaines villes, mais par exemple au Canada, il y a très peu d'embouteillage, ça n'existe pas chez eux. Un beau modèle français, il faut quand même qu'on se regarde dans la glace aussi, hein, parce qu'on va il n'y a pas devant notre porte, parce que je pense que on ne va pas mettre du numérique, on va pas avoir un responsable numérique dans 36 000 communes. Donc il y a un moment donné. Ça, je parle de l'échelle de la data. Il y a quand même une. Rachid Dada parlait de l'échelle du département. Oui, peut-être. En tout cas, je n'ai pas là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le numérique va interroger. Soit on vient des villages de Vaulois et puis on casse nos smartphones, soit on est dans le coup et on va être obligé d'adapter nos systèmes techniques urbains au numérique. Et donc avec un changement d'échelle, avec un nouveau partage de compétences. Et puis les États-Unis, même avant le numérique, ils étaient capables de privatiser des quartiers. Je veux dire, ces quartiers qui étaient renfermés sur eux-mêmes, c'est pas notre modèle. Donc finalement, le numérique, ça révèle ce qu'on est, ce qu'on est de manière analogique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le modèle français, même le modèle européen, c'est pas le même. Il suffit de voir la façon dont, dans les négociations sur je me souviens plus comment s'appelle cet acte qui a été remis en cause par les États-Unis sur la notion de données publiques et de données privées, et l'Europe a tenu, parce qu'ils considéraient que le maintien de la confidentialité des données était une entrave au marché. La RGPD. Ce qui a donné ensuite la RGPD en Europe. Mais ça a été un bras de fer. Une bagarre. Il faut quand même voir que notre système français, il avait quand même été déjà bien entamé par la grande distribution, parce que la ville automobile
aujourd'hui, dans une ville comme Rennes, 50% de la construction neuve se fait en diffus, c'est-à-dire en dehors du périmètre du SCOT. Donc il n'y a aucun contrôle des pouvoirs publics sur le mouvement d'urbanisme. Et les collectivités locales, moi j'ai vu ça d'assez près, ont été très très gentils avec les Auchan et les Carrefour qui proposaient de créer 300 emplois à une grande surface. Après ça, moi je viens de faire interdire l'installation d'un Auchan. Elles viennent pleurer aujourd'hui parce que les centres-villes, les villes moyennes viennent plus pleurer parce que le centre-ville est des... Ils sont déserts. Mais c'est pas forcément le maire actuel et son prédécesseur qui a signé des chèques en blanc. Donc, pendant le système français... Oui, mais parce qu'à l'époque, on était content d'avoir justement cette qualité de service. On n'a pas beaucoup réfléchi. C'est ça, c'était ça, on voyait. À partir du moment où vous avez couvert votre offre, quand votre offre est couverte, quand vous rajoutez sur cette offre, la part du gâteau reste la même. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer plus parce qu'on va ouvrir un troisième Auchan ou un Carrefour ou un Leclerc. Vous allez cannibaliser vos petits commerçants. Et c'est là qu'on a créé ces villes dortoirs, on a tué nos centres. Et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, en intercommuniste. La compétence obligatoire. Il faut quand même le relativiser. Le relativiser après la pause, on va en reparler. Il faut dénoncer la société de consommation. Oui, mais ça, c'est compliqué. Là, on garde plus la liberté. Non, parce qu'on peut faire autrement. Tu peux pas aller contre la consommation. On peut faire autrement. Non, il faut faire autrement. Avec. Toujours à Saint-Nazaire, on avait des offres de partout devant surface. On a dit on veut bien une grande surface, mais dans le centre-ville. Et là, c'est la ville qui... Convaincre les gens qu'ils ont besoin de 3 téléviseurs. Il y a le sujet de la consommation. Convaincre les gens qu'ils ont besoin de 3 téléviseurs. Non, mais ça, c'est pas... Déjà, une grande surface, vous implantez dans le centre-ville, au lieu de vous mettre à 10 km, c'est pas, vous ne mettez pas contre cette consommation, vous exercez le prérogative du maire qui est la maîtrise de l'espace. Et puis surtout, faisons que déjà les citoyens ne consomment pas du service public. Ils soient usagers du service public, même pas des consommateurs de service public, ce qui est en train de se passer finalement avec... Avec quoi? Je vais vous donner par exemple, quand on dématérialise un certain nombre de services... Vous nous direz au micro, hein. D'accord, vous intervenez, vous me lèverez la main pour... Avec en plus l'effet pervers. On va parler du modèle français, donc il faut balayer devant notre porte. Les Français sont pas très disciplinés par rapport à certains autres pays. Nous sommes donc toujours en direct au bar de l'économie avec Patrice Robin, maire de Vilaine-sous-Bois et président de la communauté de communes Carnel Pays de France, avec Jean Etiens, urbaniste, économiste, auteur du livre Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes, et puis avec Rachid Hadda, le directeur général du syndicat mixte du numérique en Val d'Oise. Alors, on était en train de dire pourquoi copier le modèle américain alors qu'on a quand même un beau modèle français, voire européen. Mais Jean Etiens, vous nous disiez, il faut quand même balayer devant notre porte. Oui, d'abord, le modèle américain, on l'a bien copié depuis 50 ans, avec la ville automobile, quand même une idée qui est venue des États-Unis, et les grandes surfaces périphériques. Aujourd'hui, beaucoup de maires pleurent parce qu'ils voient leur centre-ville dépérisé dans les villes moyennes, mais il faut bien voir que c'est leurs prédécesseurs ou eux-mêmes qui ont signé les permis de construire des grandes surfaces qui ont vidé leur centre-ville. Donc on a quand même une fragilisation de notre modèle européen et français, de la cité politique, parce que ça va de pair avec un espace où les gens se retrouvent. Si tout le monde circule dans sa bagnole et habite à 50 km ou à 10 km du centre-ville, il n'y a pas trop de raison qu'il y ait une vie publique qui fonctionne. Donc, donc cette cité politique, elle est aujourd'hui effectivement fragilisée. Et il faut, l'arrivée du numérique va lui donner un petit coup en plus. Alors ça peut aussi être une chance, une occasion pour nous de nous interroger sur le fonctionnement de nos systèmes urbains et de notre gouvernance locale et de la remuscler. Aujourd'hui, ça fait quand même, je ne sais pas, 10 ans qu'on parle de la réforme des collectivités locales, où on avance un pas, on recule de 2, ou on avance de 2. Ah oui, on a un millefeuille administratif, c'est ça que vous voulez nous dire. À un moment donné, il va falloir qu'on se regarde vraiment dans la glace. Parce qu'on n'a toujours pas balayé. C'est vrai qu'on a une chance incroyable d'avoir en Europe et en France un système politique qui fonctionne sur une démocratie locale forte. Le maire est quelqu'un de respecté, alors que les patrons des partis politiques le sont beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment une chance, parce qu'aujourd'hui, on voit que la démocratie dans le monde, elle est menacée par des dictateurs ou des présidents un peu curieux, comme dans certains grands pays d'Amérique. Et s'il n'y avait pas une force de collectivité locale pour tenir le système, on serait vraiment très en danger. Donc c'est très important qu'on ait une démocratie locale. Donc la fonction de maire est très importante, vous nous dites. Oui, mais en ce moment, elle est un peu menacée. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Robin? Parce qu'avec justement ce millefeuille, communauté d'agglo, communauté de communes, département, région... Alors, communauté d'agglo, communauté de communes, ça ne se superpose pas en fait, c'est l'un ou l'autre selon la taille de la strate. Mais oui, c'est une réalité, il y a
une vampirisation centralisée donc, qui se fait des grosses agglos vers les petites communes. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, moi je prône le modèle de l'intercommunalité, communauté de communes, plutôt que des grandes agglomérations. Mais ce millefeuille, il existe, on ne peut pas le nier. Et ce qu'il faut faire, c'est ce que veut dire Jean-Étienne, c'est qu'on n'a pas été au bout de notre réforme. On voulait une réforme pour moins d'administratifs, finalement, on ne l'a pas fait. Elle est en cours, mais ça va voir le jour. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux moyens. Donc aujourd'hui, on a des bonnes idées. Je pense que l'intercommunalité, avec l'échelle que je viens de préciser, à savoir communauté de communes et pas ces grandes métropoles, je pense que ça, c'est plutôt une bonne idée. On ne peut pas faire seul, on peut le faire à plusieurs. Et ça prend encore plus de sens lorsqu'on est dans la ruralité. Parce qu'une petite commune ne peut pas faire la même chose qu'avec 500 ou 1000 habitants, que 30 ou 40 000 habitants. Je rappelle quand même que 82% des communes en France ont moins de 2000 habitants, et qu'une commune sur deux a 500 habitants. Donc, c'est quand même la grande majorité des communes qui sont dans ce cas de figure. Donc, la communauté de communes, ça fait du sens. Maintenant, il faut lui donner du contenu. Il y avait pendant 2 décennies à peu près assez peu de contenu. Et c'était les maires qui étaient eux-mêmes élus dans une forme de conseil d'administration, c'est un conseil communautaire, qui mettaient les compétences dedans et mais s'ils n'avaient pas envie de le faire, ils ne le faisaient pas. Aujourd'hui, une loi, qui s'appelle la loi NOTRe, nous a contraints tous, obligés, et c'est sûrement une bonne chose, à remplir cette coquille vide de compétences. Alors certains étaient partis plus tôt, et dans ces compétences, on a par exemple le développement économique. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque imaginons un cas de figure, que dans ma commune, je refuse l'installation d'un hypermarché, mais que la commune d'à côté, juste de l'autre côté de la frontière de ma commune, accepte ces grandes surfaces. Eh bien, je torpille complètement et je ruine complètement les efforts. Donc, l'intercommunalité, ça a du sens, au moins pour ça. Ça a du sens pour le tourisme, ça a du sens pour la vidéoprotection, parce que quand vous équipez toutes les villes, c'est ce qu'on vient de faire dans notre intercommunalité, on vient d'installer 280 points de vidéoprotection, eh bien vous avez un maillage global en termes de sécurité. Une période où la sécurité, c'est un sujet de société. L'éclairage intelligent, on peut le faire à partir du moment où on est plusieurs. Donc oui, ça fait du sens. Il faut donner du contenu à cette strate. Aujourd'hui, quand vous regardez votre feuille d'impôt, vous avez la commune, vous avez la communauté de communes, vous avez le département, vous avez la région et vous avez la taxe d'ordures ménagères. Et puis maintenant, une nouvelle taxe qui s'appelle GEMAPI, c'est la gestion des eaux en milieu aquatique et prévention des inondations. Donc les administrés regardent, les Français regardent leur feuille d'impôt, ils disent mais sans arrêt ça augmente. Mais qu'est-ce qu'on a en face comme service? C'est là qu'est le défi. Le défi, les communes ont fait ce qu'elles pouvaient depuis des centaines et des centaines d'années. La communauté de communes, aujourd'hui, c'est le nouveau défi, donc donnons-lui du sens. Il faut que l'exécutif, le plus aujourd'hui, donne aussi, aide les communautés de communes. Et donc, voilà, ça a plein d'applications. Et en tout cas, pour ce qui est de la mienne, cette communauté de communes de Carré Pays de France, très rapidement, il y a du contenu, les gens s'en rendront compte et ils sauront pourquoi ils paient des impôts. Oui, et finalement, c'est donc vous, les maires, qui savez le mieux de quoi ont besoin la population qui habite chez vous. Bien sûr. Donc voilà un petit peu. Rachida, vous vouliez réagir quand on a dit balayer devant notre porte par rapport au modèle américain? Le modèle américain, avant le numérique, il était déjà différent, il est différent du nôtre. Donc à un moment donné, le numérique est aussi un accélérateur de ce qu'on est de manière initiale. Alors, sur ce qui a été dit, moi je voulais dire aussi une chose sur les services publics. C'est pas parce qu'un service public devient dématérialisé qu'il doit devenir une marchandise ou qu'il doit être monétisé. Alors, on ne paye pas pour aller faire sa carte d'identité de manière dématérialisée, mais la donnée publique qui est créée à ce moment-là, dans la dématérialisation du service public, il faut qu'elle reste publique et elle est non monétisable. Alors, c'est pour ça que moi je suis très méfiant aussi de cette histoire d'open data, parce que si, en confiant des services publics dématérialisés à des entreprises, derrière, c'est de pouvoir utiliser les données produites pour pouvoir vendre quelque chose. Je vous prends un exemple très simple, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait imaginer. Vous avez un espace numérique de travail dans un collège, dans un lycée, dans une école. Vous avez donc toutes les notes des élèves. Imaginons que le prestataire utilise ces notes pour pousser des mails. Tiens, cet élève, on sait qu'il est nul en histoire, on va les pousser à un cours de soutien scolaire en histoire. Tiens, des cours de mathématiques, ceci et cela. Pour moi, que le professeur vient de se substituer, c'est-à-dire que le système numérique vient de se substituer au professeur. C'est au professeur de dire, dans le lien démocratique qui unit l'école
aux citoyens, aux administrés. Alors, votre fils est un peu faible, il faut du rattrapage, il faut rattraper, il faut faire attention. Mais que, sous prétexte qu'on confierait la gestion par un système numérique dématérialisé, la gestion des notes, et qu'on reçoive des SMS ou des mails en disant attention, cours d'histoire, on ne sait pas pourquoi, mais bon, et puis voilà. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dématérialise les services publics que l'administrant lui-même devient lui-même une marchandise et devient, j'ai envie de dire, le fruit même d'une monétisation auprès de ces grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut que les collectivités, qui sont les premiers, ou l'État même d'ailleurs, hein, qui dématérialisent leurs services publics, pour des raisons d'abord d'une meilleure accessibilité, hein, 7/7, H24, c'est quand même bien de voir des services dématérialisés. Déjà, s'assure que tout le monde puisse y avoir accès, donc accompagne par de la formation, de l'inclusion numérique la population, mais aussi se soucie de la façon dont ils dématérialisent ces services publics, et qu'ils ne le fassent pas n'importe comment, et qu'ils aient aussi une maîtrise de l'infrastructure qui va permettre de le faire. Voilà, donc c'est la réflexion de votre syndicat. C'est la réflexion de notre syndicat. Nous, notre syndicat, bien sûr, développe des réseaux pour qu'on puisse être dans une logique propriétaire, patrimoniale, hein, de développer des réseaux de vidéoprotection sur notre fibre, sur notre propre fibre, sur nos propres réseaux. Par exemple, pour les capteurs, on met beaucoup de capteurs dans les communes, sur les territoires, c'est la Smart City. On va développer un réseau public bas débit pour ne pas dépendre d'intégrateurs qui auront les bornes bas débit qui permettront de véhiculer les données des capteurs, mais qui en même temps les traiteront. Et vous n'aurez pas cette maîtrise-là, une forme de réversibilité. C'est-à-dire qu'on souhaite dissocier l'infrastructure du service pour pouvoir avoir la maîtrise du choix de l'opérateur de service et d'y mettre éventuellement, s'il y a des dérives, une réversibilité et de le sortir sans devoir repartir à zéro sur l'infrastructure. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une centrale d'achat sur les équipements et sur les services numériques, parce que les communes, pour écrire des marchés, c'est compliqué, surtout des marchés qui sont très pointus sur certains sujets. Des réseaux publics, ça je l'ai dit, la fibre, le Wi-Fi, les réseaux bas débit. On a même mis en place, ECO, on est en train de le mettre, il ouvre dans quelques semaines, un hub qui s'appelle un hub numérique Nikola Tesla, qui est en fait, sur 1200 mètres carrés, un démonstrateur de la ville intelligente et connectée, où les élus pourront voir les dernières technologies, j'ai envie de dire, dédramatiser la complexité du numérique, de voir quelles sont les solutions qui existent, de mettre en place aussi des structures dans ce hub Tesla pour la formation des citoyens au numérique. Et puis on a même doté le territoire d'un outil d'e-démocratie pour ne pas dépendre d'un Facebook. Voilà, c'est-à-dire qu'avec Orange, on a développé une application qui s'appelle Le Vote, hein, mais spécifique pour le Val d'Oise. C'est Val d'Oise Numérique qui a choisi Orange comme prestataire. C'est un service qu'on va mettre à disposition des collectivités si elles souhaitent mettre en place des consultations citoyennes numériques, et c'est fondé sur la technologie blockchain pour que ce soit vraiment sécurisé, anonyme. Et donc ça, on est en train de le mettre en place, et les communes pourront consulter leurs citoyens sur des sujets qu'ils souhaitent, tout en les associant sans devoir dépendre des réseaux sociaux qui sont aussi qui introduisent un biais dans la démocratie, parce qu'aujourd'hui on est influencé par les réseaux sociaux. Lorsqu'on va se prononcer sur un sujet, qu'on voit que toute la masse ou quelques-uns les plus actifs répondent d'une certaine façon, bah, du coup ça introduit des biais dans des consultations. Donc là l'idée c'est aussi de doter le territoire d'un certain nombre d'outils numériques pour permettre aux communes de développer des offres, donc. Des offres selon les choix qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé à un territoire, vous voulez être smart, vous voulez pas être smart. C'est une collectivité souhaite améliorer le cadre de vie de sa population, de ses administrés. Et ben, il y a des solutions qui sont par le numérique. Ben, on choisit pas. Mais en tout cas, il faut que le choix reste politique. Il ne faut pas que ce soit la technique qui détermine les choix démocratiques. Qui impose en fait les choix démocratiques. Merci beaucoup Rachid Hadda. On va faire une nouvelle pause musicale avec John Hopkins. C'est bon? Il nous reste 10 minutes, à peine 10 minutes d'antenne, il va nous rester. Donc je propose de conclure. Je propose peut-être, Jean-Étienne, vous pouvez conclure sur, on va rappeler le livre et puis la maison d'édition. Je propose de conclure sur ce sujet. Et puis vous, peut-être, Patrice Robin, sur votre activité propre. Alors là, cette fois, en tant que maire et que président de communauté de communes. Ça vous va? Oui, c'est l'Interco. Ouais. Voilà, sur l'Interco. Enfin, vous pouvez rebondir sur Jean-Étienne, puis en profiter pour annoncer les... Alors moi, j'ai noté
bon, moi j'annoncerai les activités culturelles, mais vous parlez peut-être plutôt du sujet économique et du développement économique. Parce que j'ai noté que... Oui. Alors j'ai noté le projet social, l'extension, le soutien au développement économique. Ils sont liés en fait. Ah, c'est tout lié, c'est lié tout ça. Je trouve dommage de déconnecter la culture du social ou de l'économie. Ouais. Voilà. Bon, bah, je vous laisse conclure sur ce que vous voulez. Voilà. Alors moi, Jean-Étienne, il y avait une question que je voulais poser, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'était, il y a 200, j'ai noté qu'il y avait 200 à 300 projets Civic Tech. Qu'est-ce que c'est le Civic Tech? C'est les civic technologies, c'est tout ce qui est offre services numériques prétendant améliorer le fonctionnement de la démocratie. Des choses très intéressantes. Alors ça va de la pétition en ligne. Alors, je trouve que ça serait bien de parler de ça en conclusion, non? Oui. Et puis après, vous dites ce que vous voulez. Oui. Donc je peux commencer par ça, par vous poser qu'est-ce que... Alors là, on a un bilan quand même très mitigé, hein, puisque vous avez par exemple Uber, quand Uber s'est fait sortir de Londres, elle a monté en 3 jours une pétition de 750 000 Londoniens qui ont dit on veut garder Uber. Donc il ne faut pas croire qu'une pétition est quelque chose de vertueux. Ce qui a été... Moi j'ai entendu il y a 3 ans des gens qui vendaient les civic tech qui expliquaient que la démocratie à la papa c'était fini, parce que le numérique allait tout changer. Maintenant on reprend. Parce qu'il nous reste combien? Il nous reste 8 minutes. Il nous reste 8 minutes. Ok, on y va. On reprend. Voilà, nous sommes toujours avec Jean-Étienne, Patrick Robin et Rachid Hadda pour notre question du jour. Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes? Alors justement, Jean-Étienne, j'ai entendu parler de 200 ou 300 projets Civitech. Quel bilan de ces projets? Pour l'instant, il est assez mitigé. Alors, il ne faut pas être sévère parce que c'est un bilan nouveau. Bon, il y a 3 ans, on entendait beaucoup de gens qui investissaient dans les civic technologies, hein, donc des applications numériques supposées améliorer le fonctionnement de la démocratie, qui expliquaient que la démocratie à la papa datait de Gutenberg et que c'est l'imprimerie qu'il fallait, on allait tout balayer et tout renouveler. On n'en est plus du tout là. On a vu les dérives possibles avec l'affaire Facebook Cambridge Analytica. Voilà, pour les votes. On sait aussi qu'une pétition en ligne peut être très utile, par exemple, à Marseille, il y avait une subvention qui était un peu indue attribuée à David Guetta. Il y avait eu 150 000 ou 70 000 Marseillais qui ont dit on ne veut pas. David Guetta gagne cet argent comme ça. Donc la mairie a arrêté la subvention. Ça, c'est l'aspect vertueux. Et l'aspect moins vertueux, c'est quand Uber s'est frité avec la ville de Londres. Uber, par les réseaux sociaux, qui a une bonne connaissance des réseaux sociaux, a réussi à monter en 3 jours une pétition de 750 000 Londoniens qui ont dit on veut qu'on garde Uber. Donc on voit bien que ce genre de média n'est pas plus vertueux qu'un autre, il peut être manipulé aussi bien qu'un autre. Donc aujourd'hui on est un peu redescendu de l'idée que le numérique allait révolutionner la démocratie. Ceci dit, il y a plein de choses très intelligentes qui sont en train de s'inventer, notamment pour la simulation de projets urbains. Je pense à une application qui a été utilisée à Montpellier, où on permet à un usager de simuler, de voir, il a à la fois le paysage réel urbain et une tablette sur laquelle il peut simuler des modifications, mettre des arbres, etc. Enfin bon, je vais les passer, mais il y a des outils très intéressants, qui sont d'autant plus intéressants, qui sont accompagnés par de l'humain. Il ne faut surtout pas vouloir remplacer la démocratie humaine par du numérique. Par contre, on peut avoir des outils qui permettent de diffuser une culture urbaine. Voilà, donc on en est au tout début. Hein, je veux dire. On en est au tout début. Donc, en fait, ce que vous voulez dire dans les atouts des villes aussi, autre atout, c'est de développer finalement les idées des citoyens pour aider à la ville à mieux fonctionner. On peut utiliser ces outils, mais d'améliorer une communication, une démocratie participative par ces outils-là. Merci Jean-Étienne. On va passer la parole à Patrice Robin pour conclure. Donc, alors, en pays de communauté de Carmel, quels sont les projets à venir? Alors plein, je disais tout à l'heure qu'on allait mettre du contenu dans nos compétences, donc on a créé un pôle culturel. Donc cette culture, c'est quoi un pôle culturel? C'est réunir tout ce qui est le livre, la vidéo, enfin, il y a un tas de choses, quoi. Et ça jusqu'au foyer, c'est-à-dire qu'on va être en dématérialisé avec des lisettes, etc. Donc on va rendre possible la culture sur tous les foyers sans étage et sans distance entre nous et la culture. Pareil pour le social, où on va créer le premier CIS, par exemple, le Centre intercommunal d'action sociale en Val-d'Oise, qui réunit les compétences des CCAS. Et ce que les communes font le mieux, elles le garderont. Et ce qu'elles ne savent pas faire, on le prendra. Et donc là aussi, on va avoir par exemple une itinérance. Et c'est le social qui va aller vers les gens et pas l'inverse. Ça ferait l'objet de notre émission. Notre émission avec plaisir. Et puis aussi de connecter à tout ça, à la culture et au social,
l'économique, puisqu'on va créer des emplois par la valeur ajoutée qu'on veut créer dans notre territoire, à proximité de l'habitat, donc, et connecter tout ça, c'est-à-dire le social, la culture et l'économique et l'emploi, et c'est ça nos fondamentaux, en fait. Et c'est ça le contenu qu'on veut mettre dans notre communauté de communes, c'est fondateur. Donc en fait, on repart finalement du village tel qu'on l'entendait à une époque il y a plus de 100 ans. Oui, on revient à ce que faisaient nos anciens par un autre moyen en utilisant les outils numériques. Et ben voilà, c'est la transition. C'est la transition. Merci beaucoup Patrice Robin. Merci à vous trois pour votre présence. Peut-être quelques minutes pour conclure, Rachid Hadda. Vous voulez peut-être savoir l'état du déploiement. Exactement. Par exemple. Donc là, on est en train de déployer les réseaux de fibre optique avec nos partenaires, hein, Orange en zone privée Orange, SFR en zone privée SFR, ça avance bien. Et puis nous, en zone d'initiative publique, toutes les zones rurales et périurbaines, dont la communauté de communes de Patrice Robin, seront fibrées au plus tard, fin 2019. On est en train de retomber sur nos pieds. Et à ce jour, aujourd'hui, sur 500 000 locaux à raccorder dans le Val d'Oise, on est autour de 350 000. On sera fin décembre à 360 000. Donc en fait, dans le courant de l'année 2019, tout le monde pourra être fibré. Fin 2020 sur les zones privées, fin 2019 sur les zones d'initiative publique. Là, vous voyez, le public fait mieux que le privé. Puisqu'on finit un an avant, on est en partie 2 ans plus tard. Voilà. D'autres communes, oui, il faut savoir que d'autres communes ne seront fibrées qu'en 2022, donc on a quand même beaucoup d'avance et beaucoup de chance. Parce que c'est même en Val d'Oise. Aujourd'hui au niveau national. Carnel en 2018, je rappelle pour nos auditeurs qui habitent sur Carnel Pays de France. 2018, ils vont être contents. Effectivement, c'est quand même une belle avancée. Merci à vous trois pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve demain, on change de sujet. Demain, on va parler du cœur, on va parler des entretiens médicaux d'Anguin qui ont lieu samedi, parce que savez-vous que les symptômes des malaises cardiaques ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Voilà, vous saurez tout demain. On va se quitter en musique et puis on va vous souhaiter une belle journée. À demain. Merci. Merci à vous. Du coup, vous avez déjà fait votre chronique On a tout fait. Non mais la chronique elle est déjà passée. Non, on la passe pas au